Dans un contexte où l'Afrique fait face à une pression environnementale croissante, des solutions locales simples et efficaces émergent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Croissance verte. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de ces initiatives concrètes. Comment réduire nos déchets au quotidien et comment la nature africaine devient-elle un allié face au dérèglement climatique? Aujourd'hui, direction donc la Côte d'Ivoire pour parler de compostage domestique, cette pratique qui transforme les déchets en richesse. Puis également, on tourne au Sénégal avec ses écosystèmes naturels capables de capturer le carbone, un continent qui innove à sa manière. Pour en parler, nous serons avec M. Mohamedou Lamine Sow. Il est le président de Copac Sénégal. Monsieur Sow, un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, mon cher. Alors, pour camper le débat, mesdames et messieurs, le compostage domestique, vous en avez peut-être entendu parler. Cette pratique permet donc de réduire jusqu'à 30% le volume des ordures ménagères en transformant les déchets organiques, notamment les épluchures et restes de repas en fertilisants naturels. En Côte d'Ivoire, pour pallier à la pollution de l'environnement et à la gestion des déchets, le compostage donc se présente comme une option pour certains ménages. Et Mélissa Koné et Arnold Dosso nous en apprennent plus. La gestion des déchets est un problème majeur pour de nombreux pays en Afrique. Sur le continent, 70% des déchets sont déversés dans des décharges à ciel ouvert. Si le secteur reste peu réglementé et dominé par l'économie informelle, notamment à travers la collecte et la récupération, des initiatives émergent pour la valorisation, le recyclage et la réduction des plastiques. Objectif, transformer ces déchets en ressources tout en assainissant l'environnement et les cadres de vie. En Côte d'Ivoire, les ménages sont également confrontés à cette difficulté de gestion des déchets. Dans certaines communes comme Port-Boué, précisément au quartier Anani, les populations peinent à gérer leurs ordures ménagères. On parlait d'un problème d'assainissement et autres. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait vraiment se mettre en équipe avec GSM Construction, aller voir le chef du quartier. Et ensemble, nous avons mené pas mal de démarches auprès des autorités locales pour pouvoir trouver une solution. Au-delà de ces actions de sensibilisation, il faut aussi penser à vraiment former ces populations-là. Vu que c'est vrai qu'on parle de ordures, on parle de déchets, mais derrière, c'est quelque chose qui est pourvoyeur d'emploi. Comme Évrard, les habitants essaient tant bien que mal de gérer ces déchets à travers des initiatives communautaires. Dans le sens d'assainir et de mieux gérer les ordures ménagères de nos différents ménages, nous avons entrepris une démarche auprès de la structure Eco-Ebony pour qu'ils puissent nous envoyer des bacs pour pouvoir récupérer les différentes ordures ménagères, parce que nous avons remarqué que les différents ménages ne le faisaient pas correctement. Ils le jetaient dans la rue et pendant la saison pluvieuse, ces déchets-là se retrouvaient sur la surface du sol et ce n'était pas vraiment joli à voir. Pour assainir en année, il faut dire qu'au départ même, on avait tous les problèmes. Puisque les ordures étaient jetées pêle-mêle, partout les gens jetaient les ordures. Bon, aujourd'hui, il y a des bacs à poubelle. Si pour certains, la réduction des déchets est un véritable casse-tête, pour d'autres, ces déchets constituent une véritable mine d'or, du moins une mine d'or écologique. Nous sommes à Fékessé, un quartier résidentiel situé dans la commune de Bangerville, à l'est d'Abidjan. Ici, la famille Kwame s'est initiée au compostage domestique, un moyen efficace de réduire le volume des déchets tout en produisant de l'engrais naturel. La mère de famille, véritable chef d'orchestre de cette initiative, explique sa méthode. Ça, c'est que des fruits papaye, orange, le reste de pluchures que je mets là-dedans et que je mets pendant un bon bout de temps, peut-être 3 mois comme ça. Et puis, je filtre. Voilà, quand je filtre, je recueille l'eau que je mets dans un récipient que je dépose à l'air libre. Et ce récipient-là, ce contenu d'eau-là, je peux prendre ça pour arroser les plantes. Ça aussi, c'est de l'engrais, mais en liquide.
Maintenant, le reste qu'on a filtré, c'est-à-dire que les épluchures, je les mets maintenant dans mon bac à ordures. Et par moment aussi, si j'ai des restes d'aliments, je mets directement dans le bac patates, oignons, les œufs, le reste des œufs, les coquilles. Là. Voilà, je mets tout là-dedans et je mets les feuilles sèches là-dessus. En plus des feuilles sèches, il y a aussi ça qui est très bon aussi. Voilà, tout cela c'est le côté sec, voilà, qui constitue le carbone. Voilà, c'est comme on peut dire la matière brune. La matière brune qui est importante parce qu'elle doit compter pour 2%. Et la matière, je peux parler des épluchures qui constituent, on peut dire, la matière humide. Celle-là doit compter pour 1%. Donc il faut un bon équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, vous ne pourrez pas obtenir un bon rendu. À l'aide d'un composteur en plastique placé directement sur le sol, ce système favorise l'accès aux micro-organismes. Dans ce potager, on trouve des poivrons, des oignons, des tomates, du manioc, des ignames et bien d'autres produits vivriers, cultivés sans intrants chimiques. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que ça commence à sortir là. Les petites têtes là-dessus. Ça commence à sortir. Même là, vous allez voir qu'il y a un peu une couleur un peu. Hier, vous aurez pu voir ça. Mais là, vous voyez, il y a des petits bourgeons qui sont en train de sortir là. Voilà. D'ici 1-2 semaines, vous allez avoir des petites feuilles d'oignons verts qui vont sortir. Grâce à ce sol riche, composé notamment de matière brune, les cultures peuvent se développer naturellement. Une méthode simple et accessible, mais qui demande beaucoup de patience. Au bout de cette patience, se trouvent des produits sains et naturels. Ça, ce sont les ignames que j'ai mis en terre, qui sont en train de germer, ils sont en train de sortir là. Vous voyez les bourgeons là. Voilà. Arrivé à un certain moment, ça va être encore un peu plus long. Voilà, ça c'est le témoin. Voilà. Il va grimper sur ça. Et puis on le laisse produire. Pour cette spécialiste de la préservation de l'environnement, les ménages doivent adopter cette pratique écologique. Je dirais que l'impact est très positif pour l'environnement, notre environnement, en ce sens qu'il réduit considérablement déjà les déchets qui étaient destinés à être soit enfouis ou à être incinérés. Le compost va venir réduire environ de 30% ces déchets-là. Donc, je dirais les ménages sont appelés à essayer quand même le compost chez eux à la maison pour que déjà, avec les engrais bio, chaque ménage puisse avoir quand même un potager et les utiliser. Aujourd'hui, même si certains ménages tentent de créer leur propre potager à domicile, le compostage demeure une technique de recyclage domestique incontournable. Il permet de transformer les déchets organiques en ressources nutritives pour les sols, favorisant ainsi une agriculture durable. Et sans plus tarder, direction Dakar, donc pour retrouver M. Mohamed Lamine Sow, président COPAC Sénégal. Monsieur Sow, donc vous avez suivi avec nous ce reportage et à l'exemple des autres modèles de recyclage, comment selon vous le compostage domestique peut-il s'intégrer durablement dans les habitudes des ménages africains, notamment en zone urbaine? Oui, bonjour monsieur. Effectivement, j'ai suivi avec intérêt le documentaire. Tout à fait, le compostage peut bien s'intégrer en milieu urbain. C'est parce que nous constatons, parce que pratiquement tous les déchets sont majoritairement organiques. Donc, avec des solutions simples, avec peut-être un petit composteur, un petit seau, peut-être dans un endroit même réduit, oui, c'est possible. On peut bien vraiment l'intégrer dans le milieu urbain. Et dans cette même dynamique, ce qu'il faut davantage. Je disais donc, dans cette même dynamique, existe-t-il, à votre avis, aussi des freins culturels, économiques ou logistiques à l'adoption du compostage en Afrique? Oui. Et le premier frein d'abord, c'est que la plupart des gens pensent que tous les déchets sont en quelque chose de sale. Et ça, pour vraiment le faire adopter à beaucoup de personnes, c'est un problème.
Maintenant, au-delà peut-être d'un manque d'information, d'espace, moi je pense qu'il faut privilégier vraiment la sensibilisation, comme je l'ai dit tantôt, avec des exemples concrets avec peut-être des obstacles. Avec ça, je pense bien que les obstacles peuvent être levés, à mon avis. Et le compostage donc peut-il devenir un levier économique justement local, notamment pour l'agriculture urbaine et aussi périurbaine surtout, étant donné, comme vous venez de le dire, c'est aussi une manière aussi de développer économiquement la société, mais aussi de la rendre beaucoup plus vivable. Oui, bien sûr. Le compost peut créer de la valeur parce que le compost peut réduire drastiquement les engrais chimiques, peut vraiment améliorer davantage tout ce qui est rendement agricole et peut générer énormément d'argent, énormément d'emplois dans le cadre de l'emploi vert. C'est une opportunité aussi réelle pour les producteurs agricoles et surtout pour les jeunes agripreneurs. Dans cette même ordre d'idées, aujourd'hui, quel rôle les collectivités africaines, justement, doivent-elles jouer pour démocratiser cette pratique à grande échelle? En collectant, en organisant des tris, en soutenant les initiatives et en renforçant aussi les capacités des jeunes qui s'activent dans les quartiers, dans les villages, à faire davantage de tri, à faire davantage de sensibilisation pour que vraiment faire adopter tout ce qui est compostage, tout ce qui est ces actes durables pour les ménages. Nous allons, avec vous, M. Sow, quitter la Côte d'Ivoire pour prendre la direction de votre pays, le Sénégal, et pour parler des émissions de gaz à effet de serre. Justement, ces émissions de gaz à effet de serre, pour revenir sur cette thématique aujourd'hui, sont utilisées par également les environnementalistes comme vous, pour revenir aujourd'hui notamment sur le CO2 aussi, ou encore le protoxyde d'azote, contribue au réchauffement climatique. Pour y faire face, la nature nous a dotés de systèmes naturels de séquestration de carbone. Et dans votre pays, notamment le Sénégal, on compte plusieurs lacs qui participent à la protection des écosystèmes. C'est le cas dans la banlieue dakaroise, où l'on trouve une zone regroupant 6 lacs appelés Technopole. Nos reporters Sirmi Boukaka et Sanoussi Sané se sont rendus sur place, notamment au lac Rose. Beauté éclatante au soleil, le lac Rose, un allié discret dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le lac Rose est situé à plus de 25 km de Dakar. Il attire environ 350 000 visiteurs nationaux et internationaux chaque année. Son paysage a séduit cette femme d'origine italienne et ses amis. Le lac, il était magnifique. En plus, on a eu un guide Abou qui était parfait. Il nous a expliqué tout par rapport au lac. Franchement, on a trop kiffé. Et ouais, c'était apaisant. C'est cool parce qu'on a eu la chance aussi que le lac est rose. Il nous a expliqué que c'était pas toujours comme ça. Ce lac ne se contente pas d'embellir le paysage. Dans le cycle du carbone à l'échelle locale, il participe à la régulation du CO2 dans son écosystème malgré son potentiel modeste de stockage lié à sa forte salinité qui limite la présence de végétation et de micro-organismes. Pour préserver cet équilibre fragile, les communautés sont appelées à davantage de responsabilités. La bétonisation galopante au niveau du lac, parce que vous savez que le lac est alimenté par les eaux souterraines de la mer. Donc, si vraiment on bousille la nappe phréatique qui est juste derrière, entre la bande de filao et les dunes de sable, si on fait des constructions abusives, ça peut défigurer la nappe phréatique, ça peut complètement nous faire perdre ces lacs roses. Ici, les touristes découvrent des activités de loisirs ainsi que des produits made in Sénégal. Le lac Rose reste une fierté sénégalaise. L'environnement de lac Rose est vraiment agréable. Mais si personne ne fait rien, si on laisse les gens se construire comme ils veulent, donc ce lac-là, bon, plus tard, ça va être détruit. Le plus grand danger actuellement, c'est le projet de la ville verte du lac Rose. On parle de ville verte, mais d'après les plans qu'on a eus, d'après les échos qu'on a eus, ça va détruire carrément l'environnement. Nous, on n'est pas contre ce projet, on est contre l'emplacement de ce projet. Au Sénégal, on compte plusieurs dizaines de petits lacs et de dépressions humides, notamment les lacs temporaires des zones des Niayes.
Entouré d'herbes et fréquenté par des oiseaux migrateurs venus d'Australie, du Canada et d'autres pays, le technopôle de Dakar, situé dans la banlieue dakaroise à Pikine, constitue un véritable réservoir naturel. Il compte en son sein 6 lacs et joue un rôle important sur le plan écologique, notamment dans la séquestration du carbone. Cependant, certains enjeux sont soulignés. Le premier défi, c'est un peu la lutte contre ces plantes envahissantes. Et aujourd'hui, nous avons trouvé un début de solution, soit avec le partenariat que nous avons avec la mairie de ville de Pikine. L'autre défi, c'est de dépolluer les lacs, parce que nous sommes voisins avec l'ONAS, donc l'Office national d'assainissement, n'est-ce pas, qui malheureusement verse ses eaux usées au niveau donc, des lacs, ce qui contribue à polluer ces lacs. Maintenant, de concert avec cette structure de l'État, nous essayons de voir comment vraiment aller vers la dépollution de ces lacs. Le technopôle de Dakar couvre une superficie de 650 hectares, soit 6,5 km² en tant que grande zone humide et réserve naturelle urbaine de la grande Niayes de Pikine et dépendance. Ce patrimoine constitue un véritable poumon naturel qu'il faut préserver. Chaque année, nous avons une campagne de reboisement de quelques espèces. Donc des espèces forestières, mais aussi des espèces ombragères, donc qui nous permettent un peu vraiment de participer à la séquestration du carbone, puisqu'on sait que ces espèces, quand ils grandissent, donc parviennent à récupérer donc le dioxyde de carbone. Dans ces plans d'eau, on trouve de la mangrove ainsi que des plantes envahissantes telles que le tifa. Pour y faire face, la mairie de Pikine et le technopôle ont conclu un partenariat autour d'un projet d'économie circulaire portant sur la transformation de la biomasse du tifa. On sait très bien que dans la population, par exemple, de Pikine, à peu près 84% de la population utilise soit du bois ou du charbon de bois. Le fait de le substituer, ça veut dire qu'on va réduire considérablement donc, la production du CO2. L'autre pilier, c'est sur la production donc, de briques. On sait très bien qu'il y a de canicule, on le dit souvent, donc il y a la forte température, ce qui fait que les gens utilisent beaucoup plus donc, de la ventilation, les gens utilisent donc de la climatisation, qui par essence utilisent aussi de l'énergie fossile. Au Sénégal, les émissions du CO2 provenant de l'énergie, du transport et de l'agriculture constituent des secteurs majeurs à maîtriser pour lutter efficacement contre le changement climatique. Face à ces émissions importantes, les systèmes naturels de séquestration, comme les lacs, jouent un rôle essentiel. Ce que vous avez au niveau de technopôle, contrairement au lacose, parce que la végétation elle est beaucoup plus dense au niveau du technopôle, et que cette végétation-là, si vous remarquez bien, elle est caractérisée par des feuilles qui sont vertes. Et cela est lié au fait que c'est des espèces qui possèdent beaucoup de chlorophylle, et donc ce pigment-là les permet facilement de pouvoir capter du CO2, et cumuler ça avec la lumière et la capte tribune évidemment pour pouvoir développer la photosynthèse. Quand il faut parler de l'écosystème de lacose, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'endroit où se trouve le lac. Il y a des écosystèmes qui sont tout autour. Et si vous regardez bien au niveau de la zone du lac Rose, vous avez un développement important de filao. La bande de filao, plantée entre 1930 et 1960, risque aujourd'hui de disparaître. Une entreprise privée, avec l'autorisation des autorités, prévoit d'y développer une ville verte. Une initiative qui suscite des inquiétudes. L'environnement joue un rôle très important. On ne peut pas tout bétoniser, on ne peut pas tout construire. Si on l'avait mis ici, c'était un but bien déterminé. Ce n'est pas qu'un jour, on vient nous dire que voilà, tous ces arbres-là, ils vont partir et on va faire des constructions, on va faire développer des choses. Et ça va décourager les jeunes. Chaque année, le président de la République essaie de faire des journées de reboisement, lancement. Mais quand on fait des journées de lancement, on plante aujourd'hui et dans 2 ans, on enlève. Ça ne sert à rien. Nous, notre association, les gens commencent à se décourager. Le stockage et la séquestration du carbone permettent ainsi de préserver la biodiversité tout en offrant aux populations sénégalaises des bénéfices concrets.
Il s'agit de la protection des écosystèmes, de l'amélioration des sols et du développement d'activités économiques durables. La protection de l'écosystème, justement, Monsieur Sow, toujours, vous avez donc suivi ce reportage sur le stockage de carbone, notamment au lac Rose. Aujourd'hui, comment protéger ces écosystèmes face à l'urbanisation rapide, notamment en banlieue, à votre avis? Moi, je suis d'accord pour que les gens vraiment pensent à des projets, que les gens vraiment pensent à l'urbanisation. Mais moi, je suis aussi d'avis qu'il faut planifier l'urbanisation. Il faut protéger ces zones sensibles. Moi, je suis aussi d'avis que ces écosystèmes ne sont pas juste des espaces vides, mais ils rendent un service vraiment essentiel pour réguler l'eau, tout ce qui est climat. Moi, je pense qu'il faut non seulement protéger ces zones et protéger ces environnements. Par rapport au projet Ville Verte qu'on a lancé au Lac Rose, c'est vrai que certes, c'est une ville, certes, mais moi, je dis que ce n'est pas une ville verte. Pour être très honnête, moi, je suis d'avis. Ça, c'est une conviction personnelle. C'est une ville, certes, mais ce n'est pas une ville verte. Et dans cette optique que plutôt vous venez de développer par rapport à cette ville verte ou autre, peut-on quand même intégrer ces zones naturelles dans les politiques climatiques africaines comme solution basée sur la nature, comme alternative bien sûr? Oui, étant donné que ces solutions doivent être intégrées comme vous l'avez dit, solutions naturelles, parce qu'ils captent tout ce qui est carbone, ils limitent les inondations, ils régulent tout ce qui est la température. Donc, ils sont indispensables au changement climatique. Il faut vraiment qu'il y ait protection, il faut protéger ces zones. Et y a-t-il une valeur économique, justement, et écologique du lac Rose dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr? Oui, le lac Rose, plus connu sous le nom lac Gretba, non, lac Gretba, plutôt connu peut-être sous le nom lac Rose, qui pratiquement doit son nom, lac Rose, pratiquement aux micro-algues Dunia, Lela, Salina, n'est pas seulement une zone touristique, c'est une zone aussi économique. Au moment où peut-être toutes ces activités-là qui se déroulent autour du lac, à travers l'extraction du sel, à travers tout ce qui est commerce et autres, moi je pense qu'il faut vraiment privilégier tout ce qui est sensibilisation, mais surtout protéger ce lac-là. Parce que sinon, si ce lac disparaît, je pense que non seulement il y a des emplois qui vont être perdus, il y a des familles qui vont se déplacer. Et pire encore, au-delà, au moment où ce lac est en train de perdre même peut-être cette couleur rosâtre-là, mais il y a ce projet de ville verte et qui peut pratiquement obstruer tout ce qui est peut-être évacuation d'eau dans le futur. Et là, c'est vraiment un problème futur qu'ils sont en train d'installer au niveau du lac Rose. Un problème à résoudre, bien évidemment, toujours dans cette croissance verte pour la protection de cet environnement. Merci encore à vous, Monsieur Sow. Je rappelle que vous êtes le président de Copac Sénégal, un acteur, bien évidemment, connu dans le milieu de l'environnement et de la protection de l'environnement au Sénégal. D'accord. C'est moi qui vous remercie. Et réduire. Voilà, merci pour l'invitation. Merci vraiment pour tout. Tout le plaisir est pour nous. Réduire donc ces déchets, préserver ces écosystèmes. L'Afrique détient déjà une partie des solutions face à la crise climatique. Croissance verte, c'est aussi cela, comprendre, agir et valoriser les initiatives qui construisent l'avenir durable du continent. Merci de nous avoir suivis. L'actualité, c'est en continu sur Média TV.